Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver dans Au cœur du monde pour ce 154e numéro. Vous connaissez bien notre objectif hebdomadaire, 5 nouvelles de relations internationales qui auront pu retenir votre attention et la mienne. Ce podcast s'intègre dans tous ceux proposés par les écoles du groupe Compétences et Développement et je vous encourage à aller à leur découverte. Commençons par un gros chiffre, 142 milliards de dollars. C'est le montant des recettes douanières perçues par les États-Unis depuis le début de l'exercice fiscal qui court du 24 octobre au 25 septembre outre-Atlantique. Chiffre énorme à relativiser puisqu'il est à confronter à des dépenses en hausse d'environ 6 000 milliards de dollars. L'administration Trump, peu prolixe sur ces résultats, devrait de plus faire appel de la décision de justice rendue vendredi qui a conclu que le président n'avait pas l'autorité légale pour imposer la plupart des droits de douane qui se sont abattus sur les pays commerçants avec les États-Unis. Des droits de douane qui resteront en vigueur au moins jusqu'à la mi-octobre, quoi qu'il en soit. Poursuivons avec la Chine qui fait bloc avec la Russie et nombre de dirigeants du Sud global à l'occasion d'un sommet, celui de l'Organisation de coopération de Shanghai et d'un défilé militaire défiant Washington. Recevant au sommet de Tianjin une vingtaine de dirigeants dont Vladimir Poutine et Narendra Modi, le président chinois Xi Jinping a dénoncé la mentalité de guerre froide de la puissance américaine défaillante et de ses alliés. Ce sommet est en préparation depuis des mois, mais le timing et l'image jouent pleinement en faveur de Xi. Entre les droits de douane américains et d'autres mesures, les dirigeants mondiaux se rassemblent autour de lui. Les médias indiens transmettent un véritable sentiment de trahison nationale face aux droits de douane américains, mais une fois les séances de photos terminées, Modi devra encore choisir entre la manne de 17 milliards de dollars provenant de l'achat de pétrole russe à bas prix ou le coût de 37 milliards de dollars qui lui serait extorqué par les douanes américaines s'il venait à choisir cet or noir à prix cassé. La normalisation des relations de la Chine avec l'Inde, habituellement alliée des États-Unis dans la région, serait un véritable gain diplomatique pour Pékin. Même si toutes les tensions sont loin d'être réglées entre leurs deux pays, Xi Jinping et Narendra Modi ont l'intention partagée d'afficher un front uni face à toute pression occidentale. Continuons plus longuement avec l'Indonésie. Car des grands acteurs conviés par la Chine, seul le président indonésien, Prabowo Subianto, a renoncé à se rendre à Tianjin en raison des manifestations qui secouent son pays depuis une semaine pour protester à la fois contre les bas salaires, les avantages financiers accordés aux députés et les violences policières. Comme vous l'avez sûrement vu, une résidence appartenant à Sri Mulyani Indrawati, la chouchoute du marché indonésien, ministre des Finances, a été saccagée aux abords de Jakarta tôt dimanche matin. Tout a commencé lundi dernier après que les médias locaux ont rapporté que les 580 députés indonésiens percevaient désormais une allocation logement mensuel d'une valeur de 3 000 $, près de 10 fois le salaire minimum mensuel. Ces règles étaient entrées en vigueur l'année dernière, mais le moment était mal choisi pour que les détails croustillants fassent la une des journaux au moment même où les citoyens ordinaires subissent les conséquences des bas salaires, de la forte inflation, des licenciements. Les étudiants et les syndicats indonésiens ont donc organisé de grandes manifestations jusqu'à jeudi, lorsque, tout d'abord, une vidéo est devenue virale montrant un fourgon de police blindée percuter un jeune conducteur de VTC, le tuant. Pour une nation fatiguée et en colère, il s'agissait d'un cas choquant de plus où un petit, un sans grade, essayait de faire son travail pour finalement se faire broyer par le système. Un symbole. C'est alors que le député Ahmad Saroni a qualifié les manifestants de personnes les plus stupides du monde pour avoir exigé la dissolution du Parlement. Saroni a donc vu sa maison saccagée, tandis que les affrontements de rue en Indonésie sont devenus plus violents et plus répandus. Des bâtiments de parlements régionaux ont été incendiés, et dimanche, ce fut au tour du domicile de la ministre des Finances à être saccagé. Et le peuple, en colère, en veut plus. Il réclame désormais aussi un salaire minimum plus élevé, une fiscalité plus juste, des règles anticorruption plus strictes, la justice pour les atrocités passées et jusqu'à la destitution du président Prabowo. Prabowo a donc
sagement choisi de rester en Indonésie a réagi en promettant d'annuler les avantages perçus par les parlementaires et de tenir les policiers responsables de la mort du chauffeur de VTC. La carotte. Mais, le bâton, il a aussi ordonné aux forces de l'ordre de durcir le ton envers les émeutiers et les pillards. Il a également ajouté les termes terroristes et trahison pour faire bonne mesure. Alors, est-ce que cette stratégie a fonctionné? Peut-être un peu. Plusieurs leaders de la contestation ont simplement reporté les manifestations prévues pour lundi, non pas par plaisir, mais parce que le réseau de contrôle urbain de plus en plus dense instauré par Prabowo rendra toute nouvelle manifestation impossible pour le moment. Alors pourquoi le reste du monde, devrions-nous nous en soucier? Premièrement, c'est la troisième plus grande démocratie du monde, le quatrième pays le plus peuplé de la planète et la première économie d'Asie du Sud-Est. Deuxièmement, l'Indonésie est un État pivot dans le contexte de la rivalité sino-américaine qui façonnera le siècle actuel. Troisièmement, tout cela rappelle, étrangement, les jours sombres de l'Indonésie sous le dictateur Suharto, qui était l'ancien beau-père de l'actuel président Prabowo, lequel nie toujours avoir commis des atrocités en tant que chef des forces spéciales de Suharto. Quatrièmement, la façon dont TikTok en Chine a volontairement suspendu les services utilisés pour suivre les manifestations a également des résonances futuristes. Les dirigeants de TikTok ne voudraient pas que les régulateurs locaux en colère interdisent à nouveau la plateforme sur son plus grand marché après les États-Unis. Et cinquièmement, le chaos a effectivement effrayé les marchés, les investisseurs ayant retiré suffisamment de liquidités pour faire chuter la roupie et le principal indice boursier indonésien. Et de TikTok, dont nous parlions à l'instant, rien de plus simple que d'achever avec l'intelligence artificielle, celle de Claude, le chatbot d'Anthropic. L'entreprise américaine d'intelligence artificielle affirme que sa technologie a été instrumentalisée par des pirates informatiques pour mener des cyberattaques sophistiquées. L'entreprise a indiqué que son IA avait servi à écrire du code ayant mené à des cyberattaques, des vols et des extorsions de données personnelles à grande échelle. Dans un autre cas, des escrocs nord-coréens ont utilisé Claude pour obtenir frauduleusement des postes à distance dans de grandes entreprises américaines. Anthropic affirme avoir réussi à neutraliser les acteurs malveillants et à signaler les cas aux autorités tout en améliorant ses outils de détection. Mais ce genre d'utilisation de l'IA signifie que le temps nécessaire pour exploiter les vulnérabilités en matière de cybersécurité diminue rapidement. La détection et l'atténuation doivent évoluer vers une approche proactive et préventive et non réactive une fois le dommage causé, estiment les experts en cybersécurité. Enfin, pour finir sur une note plus goûtue, l'esquisse d'une géopolitique du caviar, la compagnie aérienne Emirates a révélé ses itinéraires les plus gourmands en caviar, avec Dubaï-Londres en tête, suivi de Dubaï-Paris et Dubaï-Sydney. Moscou et Bangkok suivent non loin derrière. Notons qu'Emirates affirme avoir enregistré une augmentation de 30% de la consommation de caviar entre l'année dernière et cette année. Et voici pour cette 154e itération, en espérant qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à approuver, commenter, partager ce numéro s'il vous a plu, c'est toujours apprécié.